Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou à Paris avec la délicieuse France Gauthier. Ça y est, la dernière fois on était au Québec et nous voici, tu es enfin chez nous. Putain, on t'attendait depuis un moment toi, hein? Écoute, ça fait 20 ans que je suis pas venue à Paris. Ça fait au moins 3-4 ans que je reçois des courriels. Quand est-ce que tu vas venir à Paris? Alors voilà, j'attendais que mes enfants soient grands. Ils sont grands cette semaine. C'est fait. Alors, je t'ai interviewé plein de fois, plein de belles vidéos, d'interviews. T'as un parcours qui est fascinant de journaliste à la télé, hein, québécoise. Puis t'as fait cette enquête à un moment qui t'a complètement ouverte sur le monde spirituel, sur la voyance, sur les êtres qui passent dans l'au-delà et qui sont morts et qui communiquent avec nous. T'as reçu plein d'informations. T'as écrit des tonnes de livres, dont le dernier qui s'appelle comment déjà aux éditions Ariane, ça? Ouais, Vivre et mourir guéri, parce qu'effectivement, j'ai commencé en fait mon éveil ou mon réveil, comme je le dis, parce que moi c'était plus difficile que les autres de me réveiller, étant donné que j'étais très sceptique puis que j'étais une journaliste d'enquête, à passer par une femme effectivement qui était une médium entre le monde des défunts et le nôtre, et j'ai reçu des messages de mon père par écriture automatique. C'est ça qui a été le début de mon aventure. Mais après ça, je suis partie dans une grande quête pour essayer de comprendre. Et aujourd'hui, je parle beaucoup de guérison parce que j'ai compris que dans le fond, c'est possible et nous sommes tous de grands alchimistes. Et c'est l'important pour moi de passer par la vie après la mort, c'est de voir que la conscience survit au corps physique. Mais à partir du moment où pour moi ça a été check, je comprends la conscience survit après le corps, après la mort. Eh bien, comment est-ce que ça peut nous aider dans notre vie d'aujourd'hui à être des meilleurs êtres humains, à vivre plus pleinement, à être plus heureux et à se réaliser complètement? Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la guérison d'abord amoureuse, qui a donné C'est quoi l'amour, un livre que j'ai publié il y a 3 ans chez nous, puis qui a été beaucoup lu et qui a fait beaucoup de bien aux gens, parce que justement, on voit le deuxième niveau de nos relations humaines, que ce soit en amour ou en amitié, à quel point tous les gens qu'on s'attire dans notre vie vont venir appuyer sur les boutons de nos blessures. Hein? Nos blessures, je dis tout le temps la blague, nos parents sont payés par l'univers pour réveiller les blessures. Ils font un travail formidable. Et après ça, nos amoureux, nos collègues de travail, nos amis vont venir réveiller ça. Et tant et aussi longtemps qu'on prend pas conscience qu'on a un pouvoir sur notre vie, qu'on a attiré ces gens-là dans notre vie pour pouvoir rencontrer nos blessures, et moi, c'était principalement la trahison, on est des pauvres victimes, mais c'est de leur faute, c'est de la faute de l'autre. J'ai perdu mon travail, mon patron m'a largué, j'ai été trahi. Et jusqu'au jour où j'ai compris, mais non, c'est moi qui ai inventé ce scénario-là, c'est moi qui ai attiré ces gens-là dans ma vie. Et une fois que ça a été rencontré et que j'ai pu guérir mes blessures émotionnelles de trahison, d'abandon principalement, eh bien, j'ai pu remercier tous ces gens-là et créer complètement un autre scénario. Et pour toi, ça, ces réalisations, c'est ça la guérison, ça passe par des réalisations comme ça. Une fois que la réalisation est faite, c'est presque instantané ou... Je dis toujours que prendre conscience qu'on porte une blessure X et qu'on s'attire des scénarios dans notre vie, c'est 50% du travail. Après ça, il y a un autre 50% quand même très important qui est la vigilance. Parce que c'est facile de retomber dans le scénario. C'est facile de retourner et de dire « Ah non, mais c'est pas de ma faute ». Et jamais je voudrais que les gens pensent que c'est de la faute de qui que ce soit. D'ailleurs, c'est pas une question de se sentir coupable d'avoir créé quoi que ce soit dans sa vie. C'est plus de prendre la responsabilité de notre création et de savoir qu'avec la même énergie, on peut créer complètement autre chose et créer quelque chose qui va tourner à notre avantage. Fait que ça a été ma première vraiment prise de conscience de la guérison, et ça passe d'abord par l'émotionnel. Et par la suite, le spirituel, le physique peut suivre. Et moi, je te dirais que je suis comme tombée en récréation. C'est ce que j'ai reçu en écriture inspirée en 2011. On me disait, tu viens de tomber en récréation, tu vas aller jouer pour le reste de tes jours, mais vois l'image. C'est comme les enfants qui s'élancent dans la cour d'école. Tu vas pas être en vacances, là. Tu vas jouer, et il y a quand même encore une notion d'équilibre, parce qu'on peut se foutre en burn-out d'avoir trop joué au ballon chasseur, là. J'ai failli le faire en 2015. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui s'était complètement allégé en moi et que là, je pouvais commencer à parler de guérison sous une autre forme. Et au même moment, ma meilleure amie, ma petite sœur d'âme, que je l'appelle, ma petite jumelle d'âme, Anne-Marie, est tombée malade. On lui a diagnostiqué un cancer agressif, incurable, un sarcome utérin. Elle a été opérée en 2013. Et j'ai tout arrêté. J'ai arrêté de travailler. Je l'ai accompagnée pendant
presque 6 mois. J'ai pris très peu d'activités publiques, juste assez pour manger et nourrir mes enfants. Et on avait des chevaux, elle et moi. Hein, toi aussi, t'aimes beaucoup les chevaux. On avait des chevaux en pension, puis on a passé l'été à flatter nos chevaux et je les ai observés se guérir de façon spectaculaire de ce cancer-là pour un temps. C'est-à-dire que les médecins voyaient encore du cancer quand ils ont fini l'opération, puis ils avaient dit que le pronostic était vraiment pas bon. Et pendant presque 1 an et demi, au scan, ils voyaient plus rien. Ce qui a donné le livre Vivre et mourir guéri, parce que au début, ça s'appelait Mourir guéri. Mourir guéri parce que je pensais accompagner mon amie vers la mort, et je voyais que en aucun temps, elle souffrait de son cancer. Je n'ai jamais vu mon amie malade parce que dans cette expérience du cancer, elle a réussi, et je dis réussi là parce que elle s'est vraiment guérie de toutes ses peurs, elle s'est guérie de tous ses attachements, de tous ses conditionnements, et je la voyais se dépouiller de plus en plus, se libérer, et plus elle se libérait, plus elle faisait ce qu'elle aimait, plus on flattait nos chevaux, mieux elle allait, jusqu'à même régénérer sa jambe qui avait été, tu sais, en enlevant la tumeur, là. Ils ont gratté tellement qu'ils ont sectionné le nerf fémoral. Et ça, c'est le nerf qui permet à la jambe, comme ça, de faire une extension. Et le neurologue avait dit que ça ne reviendrait pas. Et pourtant, au bout de 6 mois, elle levait la jambe complètement. C'est des miracles, ça. Hein? Ben, tu sais, pour moi, ce qui est devenu très comique, c'est que mon nouveau running gag dans mes conférences, la conférence qui s'appelle La Bonne Nouvelle maintenant, et ce qui est aussi le titre de ma petite chaîne de télé YouTube, là, LBN, La Bonne Nouvelle, c'est de dire que le miracle est complètement overrated. Alors, comment on dit en français overrated? Surfait. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on est tous de grands alchimistes. Ouais. Je ne sais pas si tu as lu Bernie Siegel, toi, un chirurgien américain qui a écrit... interviewé. Alors, il y a 30 ans, il a écrit La médecine, l'amour et les miracles. Ouais. Mais écoute, il y a 30 ans, là, pourtant, on savait déjà qu'on pouvait se guérir du cancer, du sida, de n'importe quoi. C'est ce dont il a été témoin. Mais ça n'a pas fait les nouvelles. Hein? On n'ouvre pas nos bulletins de nouvelles avec ça. On entend encore, quand on ouvre la télé aux nouvelles, il a perdu sa bataille contre le cancer. Chez nous, on titre comme ça. Alors que j'ai observé mon ami se libérer de toutes ses peurs, de tous ses conditionnements grâce au cancer. Et je ne l'ai jamais vue ni malade, ni souffrante. Oui, elle a eu mal. Oui, après l'opération, elle a eu des douleurs. Oui, elle a pleuré parfois de découragement, mais chaque fois, elle revenait à un état de joie qui m'impressionnait vraiment beaucoup. Et l'année dernière, en 2015, elle a eu une récidive. Et cette récidive-là est venue vraiment me donner un grand coup parce que dans ma tête, c'était comme... J'ai eu une crise de foi, là, FOI, dans le sens où est-ce que je me suis retrouvée en petite boule sur mon divan pendant 3 jours et 3 nuits en me disant pourquoi je vois pas le sens. Et pendant l'année, on avait acheté une écurie ensemble parce que j'avais dit, si tu guéris, Anne-Marie, on va s'acheter une écurie. Fait qu'on l'avait acheté, notre écurie. Je suis allée vivre avec elle, pensant qu'elle allait mourir encore en 2015. Et encore une fois, elle m'a complètement épatée parce que là, il n'y avait plus d'opération possible. Les médecins lui ont dit, t'es en fin de vie, prépare tes papiers, tu vas partir dans les 6 mois. Et en recréant les conditions idéales de ne plus avoir d'obligation, de simplement jouer avec la vie, de caresser nos animaux à l'écurie et tout ça, elle s'est guérie une 2e fois. Et là, il ne voit plus du tout de tumeur. Et encore une fois, je mets un bémol parce que nous avons tous un ticket de retour à la maison à un moment donné. Moi, je dis pas qu'on peut se guérir de n'importe quoi indéfiniment. Je dis qu'on peut se guérir de n'importe quoi pour un temps parce qu'on a le droit à des extensions de temps quand on est dans un autre état de conscience. Et je sais qu'Anne-Marie va partir éventuellement. Entre autres, on a pris le contrat, elle et moi, de voir qu'on peut partir autrement, qu'on peut partir guéri et qu'on peut partir sans souffrance, en toute conscience. Ce que j'ai l'impression qu'il va se passer éventuellement. Mais ce qui est beau de voir dans tout ça, c'est que sans chimio, puis on n'est pas contre la chimio, au contraire, là, tout le monde fait ce qu'il ressent qui est bon pour eux ou pour elle, mais sans avoir à passer par une médecine très intrusive, très invasive, elle systématique. Ouais, c'est ça. Elle s'est guérie quand même. Et il y a un documentaire qui a été diffusé sur elle chez nous au Québec, qui a quand même été très, très, très populaire. Et le médecin, l'oncologue, le médecin dans le documentaire dit, vous savez, la chimio, c'est pas la réponse pour tout le monde. Ouais. Donc ça avance quand même. Oui, ça avance. Et ça veut pas dire de pas y aller. Ça dépend vraiment de comment est-ce que vous vous sentez. Est-ce que vous pensez que si la chimio ou n'importe quel autre traitement peut vous aider? Bien sûr qu'il faut écouter ce qu'il y a là.
Pour elle, c'était pas ça, tout simplement. C'est dur d'entendre, d'écouter cette voix, des fois, justement, quand on est dans cette peur, quand on a peur de ce diagnostic ou de la mort. Donc, qu'est-ce que tu dis dans tes conférences et les workshops et tout? Je sais que tu en as fait un là à Paris, mais sur cette écriture intuitive ou cette connexion intuitive où tu reçois ces messages et c'est un vrai message. C'est pas un message qui vient d'ailleurs que de quelque chose de très connecté, justement. Mes 2 derniers livres, là, on a utilisé les textes qu'on a reçus en écriture inspirée, Anne-Marie et moi, pour expliquer le 2e niveau, à la fois de l'amour, de la guérison amoureuse pour C'est quoi l'amour, et de la guérison physique et spirituelle pour Vivre et mourir guéri. Je dirais que tout le monde est capable de faire ça, là. Si moi, je suis capable, puis disons que Anne-Marie, on a pris les textes d'Anne-Marie surtout parce que c'était de la petite dentelle. Mais moi, je suis capable de le faire aussi, puis je suis une ancienne journaliste hyper cartésienne. Alors, si moi, je peux le faire, tout le monde peut le faire, et j'ai vraiment décortiqué le processus, et je me suis mis à enseigner ça en 2011. Donc, ça fait 5 ans et plus déjà que j'enseigne l'écriture inspirée. Il y a des milliers de personnes qui sont passées dans mon atelier au Québec, et là, je suis venue le donner à Paris, puis la semaine prochaine à Bruxelles, justement parce que j'ai constaté que tout le monde peut faire ça et que ça développe une connexion avec ce que j'appelle le grand soi, hein, ou appelle-le comme tu voudras, là, ça peut être les guides, les maîtres, Dieu, bon, peu importe, moi je suis pas religieuse du tout, mais je l'appelle le grand soi. Des fois, je fais des blagues, je l'appelle Maurice parce que tu connais autant de channels que moi qui canalisent toutes sortes d'affaires avec des noms à coucher dehors. Puis à un moment donné, c'était tellement compliqué que je me suis dit non. Moi, je vais l'appeler Maurice. Ouais, ça, c'est une petite parenthèse pour France parce qu'il faut la voir absolument en conférence. Si elle revient là, faudra aller la voir parce que qu'est-ce que t'es drôle. Tu nous sors des blagues là. C'est déjà l'humour québécois est top, mais alors là, toi, tu nous loupes pas. Ouais, ben écoute, c'est un petit peu ma marque de commerce là parce que je me prends pas au sérieux, puis effectivement l'autodérision, c'est très payant là-dedans. Je dis souvent aux gens, vous savez, l'arme de construction massive pour faire passer ce genre de message-là, là, c'est l'humour, hein? Alors, bref, pour en revenir à l'écriture inspirée, on peut tous faire ça. J'ai reçu, moi, ça a donné vraiment une direction à ma vie dans les dernières années. J'ai développé cette connexion avec ce qu'on appelle le grand soi ou Maurice ou peu importe, qui est vraiment la partie de nous qui est branchée sur la connaissance, branchée sur la sagesse universelle. Tu le sais, tu l'as fait toi-même pour prendre une décision importante dans ta vie quand tu as eu à transformer une relation amoureuse avec ton dernier chum. Nous, on appelle ça un chum au Québec, hein, dernier amoureux. Et bref, si toi et moi qui sommes des journalistes, on peut faire ça, t'es d'accord que tout le monde peut faire ça? Ouais, mais c'est vrai que se donner la permission, s'autoriser à être dans cet espace-là, peut-être méditer avant, aide quand même. Hein. Faut un peu débrancher le mental quand même. Mais pour débrancher le mental, et c'est là où est-ce que je me suis spécialisée à amener les gens à le faire, ça dure une journée seulement cet atelier-là, et à la fin de la journée, il y a un exercice qui fait que tout le monde sait que ça fonctionne à la fin de la journée, là. Mais c'est vraiment une question d'abord de se faire confiance. Tu sais, moi, j'ai écrit pendant 3 ans tous les matins, en imitant, parce que j'ai toujours à la blague, moi, je suis la reine des copieuses, hein, j'ai rien inventé, là. Quelqu'un fait quelque chose de bien, tu fais ça comme ça, je vais faire pareil, et je l'essaye. Alors, je regardais mon amie Anne-Marie écrire, puis je disais, si t'es capable de faire ça, moi aussi. Et pendant 3 ans, je méditais tous les matins. J'écrivais, je posais des questions à ce que j'appelais l'univers et je recevais quelque chose que je sais pas quoi, puis je pensais que c'était n'importe quoi. Et au bout de 3 ans, parce que je suis quand même persévérante, j'ai pas beaucoup de talent, mais j'ai une belle qualité, je suis persévérante, je me suis relue. Et là, j'ai vu, que presque tout ce que j'avais écrit, ou en tout cas les textes sur lesquels je suis tombée, ça s'était produit. Je me suis dit, OK, ça fonctionne. Et à partir du moment où j'ai commencé à laisser tomber la résistance, à me croire un petit peu, sachez que je doute toujours et que je ne me mettrai pas à me croire en pensant que je possède la vérité avec un grand V, là. Je me remets en question tous les jours. Par contre, en voyant que ça avait fonctionné, les résistances ont lâché. Et là, je me suis mis à recevoir des messages ultra précis pour donner une direction à ma vie. Premièrement, ça m'a dit, t'arrêtes tout, tu fais un reset. Hein? Toi, c'est quand tu dis, j'ai plus de job et ça me plaît, là. Bon, ben moi, ça m'est arrivé en 2010. Un des premiers messages qui est rentré, c'est, tu fais un reset, tu vois l'image, là, tu pèses sur le bouton de l'ordinateur, t'arrêtes tout pendant quelques mois et tu vas voir que ta création va décupler de vitesse et d'intensité. J'ai fait la profession de foi, je me suis arrêtée et au bout de l'été, j'ai reçu des messages comme quoi il était temps que je me prépare à donner des conférences et des ateliers. Je te jure, j'ai dit atelier de quoi? J'avais aucune idée, j'avais jamais rêvé d'être conférencière. Moi, je travaillais à la télé puis je gagnais bien ma vie. Alors, je m'ai formé une petite équipe. Le téléphone a sonné. Il y a un animateur au Québec qui m'a appelé, Denis Lévesque, pour me demander de donner faire une chronique sur 2012 parce que là, c'était la peur de la fin du monde. À ce moment-là, on était en 2010. Et ça a ouvert la porte et tous mes stages, toutes mes conférences, tous mes ateliers se sont mis à être remplis partout où je passais au Québec. Fait que je me suis dit, bon, ben,
j'imagine que c'est ça l'abondance, puis que c'est ça le chemin qu'on veut que je prenne. Et par la suite, bon, j'ai créé plusieurs autres ateliers, des ateliers sur la guérison, des ateliers sur l'éveil. Je donne des stages dans ma nouvelle petite école qui s'appelle l'École de la vie. Je me suis installée en Estrie, dans un lieu extraordinaire, sur une terre de cristal qui s'appelle Valestrie. Et les gens viennent passer un week-end. Bon, c'est sûr que pour les Français, c'est plus compliqué, mais peut-être que je viendrai ici un jour, je louerai quelque chose. On a hâte de t'avoir, mais comment tu sais? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des milliards de possibilités qui coexistent en même temps et que des fois, quand tu reçois cette information-là, c'est une des possibilités et les choses peuvent aussi rapidement changer. Tu sais, un peu comme ce que les voyantes te donnent comme info. Et après, parce que moi, je me suis relu aussi certains de ces textes-là et non, finalement, c'était pas ça. Donc, qu'est-ce qui m'a fait écrire ça? Je pensais que ça venait de là-haut. Finalement, est-ce que, tu vois, c'est quand même, ça peut changer et en même temps, est-ce que des fois, il n'y a pas une partie de notre personnalité qui injecte une certaine projection aussi par rapport à l'histoire? Bon, alors, je vais répondre à celle-là tout de suite. Effectivement, comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est l'ego, c'est-à-dire le mental, ou si c'est vraiment aligné, inspiré? Ça, c'en est une des petites techniques que j'enseigne, là, puis que je montre à quel point c'est dans l'expérience que tu vas t'en rendre compte. Alors, toi, bien sûr que quand tu as vu que ça n'avait pas fonctionné, tu t'es dit peut-être que c'était mon ego à ce moment-là. Mais peut-être que pas non plus, parce que ça se pouvait que c'était aligné et tu as simplement pris un autre chemin. Hein, quand je donnais des entrevues au début, en faisant mes recherches sur les médiums, on me disait souvent, ouais, mais comment faire pour savoir si c'est un bon ou un mauvais médium? Écoutez, c'est pas moi qui va vous dire ça, parce qu'un très bon médium peut te prédire quelque chose qui n'arrivera pas parce que c'est toi le créateur. Donc, tu peux décider de tourner à droite ou à gauche en chemin plutôt que d'aller en ligne droite sur ce que lui a vu comme une possibilité dans ta matrice. Alors moi, je vois la vie comme une espèce de kaléidoscope maintenant. En fait, je voyais ça comme un cylindre avec des millions de possibilités. Puis on nous a montré justement en écriture inspirée une image qui me plaît beaucoup, qui est celle du kaléidoscope. Tout est là. Et pendant que toi, tu as mis ton attention sur une possibilité dans ta vie, il y en a plusieurs autres qui se superposent au-dessus et qui peuvent aussi se matérialiser en fonction de qu'est-ce que tu vas faire. Tu vas tourner à gauche ou à droite, ou tu vas aller tout droit. Donc, les deux... D'autant plus maintenant. Oui, les deux sont possibles là, dans l'exemple que tu viens de me donner. Moi, ce que je dis, c'est que ce qui est intéressant avec l'écriture inspirée ou la méditation, parce que maintenant, moi, je fais de l'écriture de paresseuse, là, on se le dit, là, je médite et je reçois de l'information. Si je veux que ça reste, je vais l'écrire, mais sinon, elle est là, l'information, quand même. Alors, qu'est-ce qui fait me dire si c'est juste ou pas? Ben, ça résonne vraiment très, très fort. Et maintenant, j'ai appris à écouter ce que j'appelle cette antenne-là qui est notre corps, n'est-ce pas? Et que quand ta poitrine se serre, clairement, c'est que c'est pas la bonne chose à faire. Et quand ta poitrine s'ouvre comme ça, peut-être que c'est mieux comme ça. Puis je peux te donner un exemple précis, là. Quand est venu le temps d'acheter notre petite écurie qu'on a depuis bientôt 2 ans, eh bien, j'avais une maison formidable à flanc de montagne. Est-ce que tu es venu à mon chalet, toi? OK. Alors, j'avais une petite maison formidable à flanc de montagne en Estrie qui était extraordinaire. Et un matin, je médite au bord du lac et j'entends clairement dans mon corps, j'entends pas qu'un cornet avec un guide de l'au-delà, là. C'est comme une sensation qui rentre de me dire, c'est terminé cette maison-là, tu vends. Et là, tout de suite, mon mental a embarqué. Il a dit, ben non, voyons donc, t'es pas pour vendre ta maison, celle que tu as le plus aimée, ou tu penses que tu vas peut-être finir tes jours, écrire des livres, devenir une Jeannette Bertrand ou une, je sais pas, quel auteur que je pourrais nommer ici en Europe, mais... Et là, dès la seule pensée de rester là une autre année, ma poitrine se serrait et ma gorge se serrait. Je me suis dit, bon, France, là, tu commences à avoir de l'expérience. Tu sais que quand ça fait ça, c'est parce qu'il y a autre chose de mieux qui t'attend. Alors, j'ai commencé à dire à mes voisins, je vends ma maison. Et tout à coup, il est arrivé un lien par Internet d'une petite écurie à vendre. Et j'ai dit à mon ami, en fait, c'est mon ami qui me l'a envoyé. Puis j'ai dit, OK, on va aller la voir. On a fait une offre. On a acheté l'écurie. J'ai juste demandé à mes amis ou à Maurice en haut, rendez-moi ça facile. J'ai vendu ma maison comme ça, avec tous les meubles dedans. Je suis partie avec mon baluchon. On a acheté l'écurie. Et quand j'ai acheté l'écurie, je me promenais dans le village la première semaine. Et c'est là que mon regard a été détourné vers la magnifique bâtisse de Valestrie. Et j'ai entendu dans mon oreille interne, c'est ici que tu vas bâtir ton école. Donc, tu vois que si j'avais pas fait ce move-là, si mon mental avait embarqué et qu'il avait eu raison de ma sensation, je serais restée à ma petite magnifique maison, puis je serais peut-être pas complètement malheureuse, mais je serais pas dans mon élan créateur de vie actuel. Alors, c'est ça d'écouter l'intuition. C'est vraiment, ici, ça, là, c'est notre antenne, hein? C'est notre courroie de transmission entre la 3e et la 5e, si on veut appeler ça comme ça, ou en tout cas, notre véhicule d'ascension pour devenir le maître qu'on est tous.
Et pour la guérison, c'est pareil. Il y a cette intuition comme ça, ces messages. Et de savoir écouter. Pour la guérison, là, c'est de savoir écouter ce qu'il y a là. Et bien sûr, à un moment donné, on est tous pris à se demander est-ce que je suis en train de manifester mes peurs ou si c'est vraiment réel. Et tout ça, ça se joue dans l'expérience. Ça m'est arrivé d'avoir en écriture inspirée, par exemple, un message très, très clair et de déformer l'information parce que ça faisait pas mon affaire. Mais je me suis souvenue par la suite, quand je me suis relue, de la contraction qu'il y avait eu et que j'avais pas écouté. Alors, l'information du début était très claire. La suite était déformée parce que ça ne faisait pas mon affaire. Alors, c'est là que l'ego embarque. Et tout ça, on voit ça dans l'atelier d'écriture. Puis, à la fin de la journée, il n'y a pas grand monde qui sort de là en disant « ça fonctionne pas », parce qu'on peut tous faire ça. T'as aussi un livre, non, aux éditions Très Daniel, je crois, parce qu'on y était ce matin, là, je viens de recevoir mon petit bébé, là, le défi des 100 jours spécial intuition, mais toi, tu en avais fait un avec Pierre Lessard, c'est quoi celui-là? Ça s'appelle Tout se joue à chaque instant. J'en ai 2 avec Pierre Lessard qui sont diffusés ici en Europe. Le Maître en soi, le premier, et Tout se joue à chaque instant chez Très Daniel. Tout se joue à chaque instant, c'est un livre de grands enseignements spirituels, dans le fond, pour comprendre les grandes étapes, les grands cycles de la vie d'un être humain. Moi, je voulais comprendre qu'est-ce qui se passe entre la naissance et la mort, puis après. Alors, on a tout divisé ça en cycles de 7 ans et j'ai eu des réponses. C'est comme un mode d'emploi pour rentrer dans le nouveau monde. Peu importe à quel moment tu as ton éveil, tu peux comprendre tout ce que tu n'as pas eu avant, puis à partir d'ici, qu'est-ce que tu peux faire justement pour, en une fraction de seconde, vraiment pardonner ce qui a pu se passer ou comprendre que, bon, nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Et à partir de là, reprendre ta responsabilité de créateur et complètement transformer la suite des choses. C'est pour ça que tout se joue à chaque instant. Il n'est jamais trop tard ou trop tôt. Jamais trop tard, jamais trop tôt. Et il y a plusieurs chapitres aussi à la fin sur la préparation à la mort, sur le moment de la mort, sur l'entre-deux-vies, sur la réincarnation. Tout ça, pour moi, c'était important de comprendre qu'est-ce qu'on fait ici. Alors ça, c'est vraiment les grands cycles. Puis le Maître en soi, c'est les grands thèmes. Le Maître en soi, c'est plus une espèce une petite Bible pour expliquer les grands thèmes de la vie d'un être humain, donc le bonheur, le karma, les conflits, l'amour, l'amitié, la sexualité, là-dedans, tout ça, le sens de la vie et toute une partie aussi pour comment créer notre vie. Ce qui fait que c'est ça, c'est 2 beaux grands livres vraiment qui nourrissent l'esprit, là, tu sais. C'est ça que j'apprécie. C'est pour ça que je vais souvent au Québec. Là, ça fait un petit moment que j'y suis pas allée, mais j'adore te rencontrer, faire des interviews avec les Québécois parce que vous êtes quand même bien avancés, bien ouverts, c'est concret et on a énormément à apprendre de vous. Donc c'est bon, ça, grâce à Internet comme ça circule et ça permet de diffuser partout parce que sur le channeling ou toute cette info-là très spirituelle, quand même, vous avez une belle longueur, j'ai envie de dire, d'avance ou du moins vous êtes plus à l'aise peut-être à le communiquer, à le diffuser. Vous êtes tout un groupe là-bas, ça fait des années, même si ici en France ça s'ouvre très très vite, c'est des beaux mélanges, on s'apporte aussi les uns les autres et vous avez dépassé la raison, il y a quand même vous êtes très proche de la nature. Oui, mais la nature est très proche de nous aussi, il faut se le dire, là, quand même, on a des beaux grands étendues. Mais tu sais, j'ai quelque chose à dire là-dessus sur le channeling parce que c'est vrai moi, je suis même allée à la télé nationale avec Pierre Lessard, puis on a expliqué ce qu'il faisait comme métier, et ça, ce serait presque impensable, peut-être ici pour l'instant. Mais peut-être que vous allez sauter une étape parce que dans le fond, maintenant, ma ligne, c'est de dire, le channeling, c'est définitivement un métier en voie de disparition. On est tous et toutes des channels. On est tous des antennes. Alors moi, je veux plus passer par ça parce que si moi, je peux recevoir l'information, toi, tu peux recevoir l'information, tout le monde peut recevoir l'information. Alors, ce qui est important, c'est de se brancher à soi et d'arrêter de donner notre pouvoir à l'autre à côté qui serait peut-être mieux branché que nous. J'y crois plus à ça. Par contre, ça veut pas dire que ce qu'on a reçu ou ce qui est là, c'est pas extraordinaire. Oui, ça l'est. Mais ça l'est pour un certain temps, peut-être pour éveiller la conscience que tu l'es toi aussi. Puis à partir de ce moment-là, vole de tes propres ailes. Très bien dit. C'est vrai que c'est des messages forts à faire passer ça et c'est tellement vrai. Les réponses sont en nous. Ah, oui, mais ça, on se l'est toujours fait dire. Ouais, mais là, on est en train de le vivre, là. On s'est toujours fait dire, mais maintenant, c'est juste une question de pratique, aller rentrer à l'intérieur et dire oui, c'est vrai. C'est vrai. Et là, à partir de là, c'est un petit peu de persévérance que ça prend. Merveilleux, France, que c'est bon. Je suis tellement contente d'être à Paris avec toi, là, ça se peut même pas. Je me pense, ça fait 21 ans que je n'étais pas venue là, à Paris, et là, peut-être que je vais repartir avec un accent. Ouais. Avec un petit accent parisien, et c'est drôle parce que moi, je reviens de Bali tout juste, et toi, t'es là pour cette semaine, et on se retrouve ici, donc c'est fantastique. Cette vie est bien faite, ouais, quelle belle synchronicité. Merci beaucoup, je te souhaite un bon retour au Québec. Eh oui, vive les miracles pour tout le monde, hein. Ouais.
Merci. Plein de miracles. Mouah. Merci. Et on vous embrasse très fort, mes délicieux co-créateurs. Gros bisous de Paris. Love you.